Kevin Yashenti, il est Olivier Bonjour. Et à deux, on est Bonjour et Yashenti. Bienvenue au Grand Boudoir. Grand Boudoir, donc de ce mois. De ce mois, le mois de... Donc on en fait un par mois. Et on a reçu de nouveau beaucoup de questions intéressantes. Ben, comme d'habitude, on va en prendre 3 aujourd'hui. On va essayer de faire un boudoir cohérent et qui aille un peu en essayant de vous répondre sans que ce soit toujours... J'aime bien ce principe de précaution. On ne répond pas, on n'a pas de solution à vos problèmes. On essaie de les envisager d'une autre façon, sous un prisme qui est le nôtre et qui n'est pas... touche pas, bon, excuse magique. Qui n'est pas... voilà, on n'a pas de solution au sens propre du terme, c'est-à-dire, comme tu le disais... c'est pas une question d'avoir raison ou tort. Ouais. C'est ça le truc, c'est que ça. Vous envoyez une question et dans l'espoir, on peut avoir l'impression que dans l'espoir peut-être d'avoir une réponse. Et dans une réponse, généralement, on se dit il y a du vrai et il y a du faux. Et souvent, ce qui détermine pour celui qui pose la question ce qui est vrai, c'est ce qu'il sait déjà. Si ça rentre pas dans la case je le sais, c'est faux. Ça ne me correspond pas puisque je ne le reconnais pas. Je le reconnais pas. Ouais. Non, on en parlera une autre fois. Mais... Oui. Donc voilà, on va essayer de... Par contre, ce qui nous intéresse dans vos questions, dans vos questionnaires, des fois dans vos réflexions, c'est le fait qu'elles ouvrent un monde, elles ouvrent... une fenêtre. Oui, mais une sur fenêtre. sur nous-mêmes. On est tous reliés, comme on est tous reliés, ce qu'on dit, c'est ce qu'on ressent, donc c'est difficile, ce n'est pas faux, c'est notre vérité, on va dire. Ouais. Et la vérité, en fait, il n'existe pas de vérité, l'objectivité n'existe pas. L'objectivité, c'est des subjectivités mises à bout. Ouais. Et plus on a de subjectivité, plus on obtient une idée d'une certaine vérité. Exactement. Plus ou moins. Donc voilà, il n'y a pas de ah oui vous avez, enfin il n'y a pas de ah oui ça c'est vrai, c'est souvent quand je reconnais ça donc c'est vrai et ça me plaît aussi. Souvent c'est la réponse qui est vraie, c'est comme l'horoscope en fait. Tu lis ton horoscope et tu fais ah aujourd'hui c'est pas mal donc je vais le prendre. Ah aujourd'hui ce n'est pas moi. Ouais, donc je ne le prends pas. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où écoutez les choses, écoutez les réponses, après vous en faites ce que vous voulez, mais peut-être ça peut ouvrir d'autres fenêtres quelque part chez vous. C'est simplement ça. Auxquelles vous n'avez pas pensé. Et je crois que d'ailleurs c'est pour ça que vous nous regardez, vous nous suivez, de plus en plus nombreux et on vous remercie. C'est qu'on essaye, et on essaye, à chaque fois on ne prépare absolument rien, on ne prétend pas avoir de vérité, on essaie simplement d'avoir un prisme différent qui est sur la problématique, si problématique il y a, en tout cas sur la question que vous nous posez. Donc on va continuer dans ce fluide. En tout cas on ne s'embarrasse pas de savoir si on est légitime, si on a raison ou pas. On dit ce qu'on dit et on reste en accord avec ça et c'est le plus important pour nous. C'est pas de se dire tiens je dis ça et j'essaye de toucher le point précis parce que comme ça ça fera de moi quelque chose de wow, je suis génial, non, on s'en fout. Oui. C'est ça qui fait que... On s'en fout et on s'en fout pas, c'est-à-dire que on reste fidèle à nous. Et comme vous êtes fidèle à vos questions, elles sont des fois très 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 personnelles. On sent que vous allez les chercher parce que c'est quelque chose on rentre dans votre intimité quelque part et on vous permet de rentrer dans la nôtre de ce qui est notre mode de penser, notre façon d'être. Quoi qu'il se passe, on rentre dans votre intimité parce que même si vous écriviez ma question, c'est que je n'ai pas de question, ça serait vous livrer à nous, c'est-à-dire que vous diriez je n'ai pas de question. Qu'est-ce qui se cache derrière ma question, c'est je n'ai pas de question. Ça pourrait dire bah il n'a rien à dire celui-là. En fait, avoir rien à dire, c'est souvent dire déjà quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que qu'on va essayer de s'ouvrir à nous, parce que là, pour nous, c'est un exercice de s'ouvrir. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on vit tout le temps, donc voilà. On adore. Oui, ça c'est clair. Donc voilà, j'en ai
Il n'y a pas eu de rejet, donc on a tout pris. On a tout pris pour ce qu'on a pour l'instant. Et je sais pas, je te propose un... 3. 3. Je les prends comme ça au hasard. Tu vois, je passe de l'un à l'autre. 1, 2, 3. Pardon. Non, elle vient de Catherine. On dirait une secte, votre truc. Je ne suis pas du tout en phase avec vos idées. C'est ça la question? Oui. Donc c'est même pas une question, c'est voilà. Moi je trouve ça intéressant aussi, voilà. On dirait une secte. Qu'est-ce qu'on pense? On mettra notre compte en banque en dessous de la... Si vous désirez tout abandonner, et Catherine, que vous vous sentez mal, sachez que un refuge vous attend. C'est quoi une secte? Une secte, je crois que c'est un groupe... Non, oui, c'est quoi on le sait un peu. Ça consiste en quoi en fait? Une secte, ça consiste à... Il n'y avait pas une question. Je crois qu'il y a une définition d'abandon. Oui, une pensée unique, un abandon. Abandon de ce qu'on vit pour aller vers une autre chose, proposé par un, on va l'appeler gourou, qui détiendrait cette vérité et vers laquelle chaque individu perdu dans le marasme de notre société qui ne sait pas où elle va serait supposé aller et donc laisser tout tomber pour le suivre. Donc c'est vraiment, une secte, c'est vraiment adhérer à un concept, à une croyance. Exactement. Et donc là, en fait... Je pense que déjà, ni bonjour, ni on n'a pas vraiment... Déjà à la base, pour essayer de ne pas... Parce qu'on pourrait rigoler de cette question, de cette réflexion. Moi, je trouve pas ça... je comprends et je n'ai pas envie d'en rire. J'ai envie de prendre ça sérieusement. Et dire, tiens, si tu as eu l'impression, Catherine, dans nos premières vidéos, qu'on essayait de rassembler une meute, on peut dire ça, ou un troupeau d'agneaux perdus autour de nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas, on n'a pas du tout envie de... Non, on n'y a jamais pensé, c'est pour ça que je l'avais lu un coup, puis voilà, là je retombe dessus. Donc nous ne sommes ni une secte, nous n'avons ni maison, nous ne pouvons pas vous héberger. On ne demande pas que vous abandonniez tout. Et par contre, je vais revenir sur la deuxième phase, je ne suis pas du tout en phase avec vos idées. Nous n'avons pas d'idées. Oui. Nous n'avons ni idée, nous n'avons ni solution, nous n'essayons même pas d'en avoir. Ouais, l'idée c'est ça, c'est de se débarrasser des idées précédentes. Ben oui. Et donc finalement parce qu'une secte, en fait une secte, ça serait que tout un groupe de personnes joue la même note d'un gourou. Ça, ouais. Et nous l'idée, c'est l'idée que on disait qu'on n'avait pas d'idée, mais bon. Oui, que chacun joue sa propre note. Chacun arrive par lui-même à retrouver sa note pour pouvoir créer une espèce de symphonie magique, mais pas la même note, surtout pas. Ouais. Parce que c'est là où ça fait une petite... C'est en tout cas ne pas, si on prend le concept de dualité, c'est de ne pas s'extraire d'un mode qui est celui de la vie, c'est-à-dire la vie de l'extérieur, enfin même de cet intérieur, parce que je paye un loyer, je rentre dans un système, c'est de ne pas s'en extraire pour devenir une unité différente, c'est au contraire d'essayer de vous faire ressentir l'idée que vous êtes dans un tout. Et que c'est ce tout et la perception de ce tout qui vous permet d'être en symphonie. Parce que j'aime bien les mots musicaux aujourd'hui. Voilà. D'être en harmonie, en tout cas, avec déjà vous-même et avec ce qui vous entoure dans un premier temps, parce que c'est ce qui vous est le plus facilement repérable, mais avec l'ensemble de cet univers jusqu'à la petite étoile là-bas, dont vous êtes composé à 60% de la même matière. Donc, il n'est pas... le principe de secte, je vais le prendre sans vouloir le définir, il crée
un peu comme... ce serait un peu de dire, voilà, c'est le principe des gens. Les gens, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et moi, je ne fais donc pas partie des gens, vu que je ne suis pas comme ça, comme ça. La secte travaille de la même façon. Les gens font ça et ça. Si tu ne veux pas faire partie des gens, viens avec nous. Et parce que nous ne sommes pas comme ça. Donc c'est matériellement, idéologiquement, et je dirais même spirituellement, totalement, ça c'est un principe, je crois, qui ne correspond pas à une réalité physique, une réalité de la vie. Je ne pense pas qu'il y a moi et les autres. Je pense que je fais partie... D'ailleurs, c'est pour ça que je réponds à cette question, cette réflexion, pourquoi j'ai... Parce qu'il y a une partie en moi, je connais les sectes, je sais, donc je me définis par rapport à ça. Et je peux t'en parler. Donc voilà. Après, des fois, il y a une peur aussi. Enfin, tu vois, secte, on met tout de suite. Oui, c'est pour ça que j'essaie d'éviter, justement. D'essayer de mettre le côté... non, je ne te demanderai pas de prendre une carabine et non. Parce qu'il y a même les mots, tu vois, en Occident, par exemple, l'appellation gourou est quelque chose de oula. Alors que tu vas dans les pays d'Orient, gourou, c'est autre chose. Et, après, c'est un guide, gourou, je pense d'ailleurs. Les gourous, en fait, les gourous... Je ne suis pas certain, mais... Je pense que ça veut dire simplement guide. Cela dit, même... Führer voulait dire guide aussi. Ouais. Mais certaines personnes que moi j'aime bien suivre, qui sont décédées. Mais ils disent que, par exemple, le gourou est en nous. C'est notre soi. Donc du coup, l'idée c'est que, comme toi tu disais, c'est de se séparer des gens. Nous, à la limite, c'est... Des fois, il y a des questions qui vont dire « Oui, mais vous savez, les autres, moi, je fais ça, pourquoi ?» Et enfin, dans les questions, il y a souvent une envie de se séparer, de se dire « Moi, je suis la gentille, pourquoi les autres autour, ils sont pas comme moi ?» Et notre idée, à nous, qui est contraire limite à une secte, c'est de dire « Regarde en fait les autres et apprends qui tu es à travers eux. » Parce qu'en fait, c'est un miroir de ce que tu n'acceptes pas d'être. Alors qu'une secte te dit carrément le contraire. C'est ok, tu es pas comme eux, alors viens avec nous. Et je te montrerai ce que nous allons faire tous ensemble avec mon idée. Alors que là, finalement, c'est regarde qui tu es et tu vas savoir qui tu es. Et moi, je pourrais pas te le dire, puisque la réponse, finalement, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est pas d'avoir des réponses, c'est d'ouvrir pour que, à la fin, on se dise, mais toutes les réponses, je les ai déjà. Et j'ai plus qu'à les chercher en moi. Ce sont des révélateurs en fait. Je pense que les rencontres que l'on fait, les gens qu'on peut considérer comme maîtres à penser, gourous, ou même des n'importe qui, des gens qu'on rencontre, permettent, allument ou éclairent un aspect de toi qui révèle une certaine facette de... Cela dit, dire je ne suis pas du tout en phase avec vos idées, possible, et même je vais te rassurer, tu n'es franchement pas la seule. Cela dit, si ce n'est pas ton chemin pour l'instant, il n'y a vraiment aucun problème. Et si ce ne sera pas ton chemin pour la vie, oh mon Dieu, du moment que ta vie soit délicieuse, ça nous envoie à vie et puis voilà. Peut-être qu'un autre jour tu reviendras. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi je dis merci parce que je trouve ça. C'est pas. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle commence par on dirait. Donc il n'y a pas d'accusation. Ça fait penser à, donc tu dois avoir un modèle assez précis de ce qu'est une secte. On a tous je ne suis même pas navré de te dire que non, ça n'en est pas une, mais donc si on dirait, voilà, mais c'est bien de dire, voilà, il n'y a pas eu d'accusation, donc et de dire que tu n'es pas du tout en phase avec nos idées, Soit déjà en phase avec les tiennes. Oui, voilà, si tu es en phase avec les tiennes, mon sang, merci, et puis c'est bonheur. En tout cas, voilà. Une petite pause, allez, et puis on y revient. Retour sur le grand boudoir avec une deuxième question. Je te dis 8. 8. Oui, je prends vraiment petit aléa technique. Non, je prends comme ça. Je vais aller... une question de Joël. Très courte question que j'aime bien. C'est quoi la normalité?
C'est quoi la normalité? C'est quoi? Joël, tu vas pas dire, hein, Joël de Plestin. Joël de Plestin. 59 ans, 59 ans. 59 ans. On n'avait pas l'âge de la Non, précédente? je l'avais pas. Ok. Non. Ni l'endroit, c'était Anonymous. C'est Anonymous, oui. C'est Catherine Anonymous qui a tous les âges. Et là maintenant, c'est donc Joël de Plestin en France. 59 ans. Alors, c'est quoi la Nous normalité? sommes internationaux. Ah ouais. La question, c'est quoi la normalité? Tu as quelque chose? Moi, j'ai déjà eu... Oui, c'est une question qui me taraude depuis l'adolescence, depuis que j'ai eu un cours de morale laïque, car je n'étais pas au cours de religion, c'est en morale laïque où on a eu toute, en fait, une définition sur la normalité, qu'en fait, sur la non-existence de la normalité. Et j'avoue que j'étais assez, j'avais un prof qui était très, en fait, il était plus catholique qu'un pape. Plus dans son athéisme. D'accord. Donc il y avait cette normalité, il y avait toujours le pendant normal d'un point de vue religieux et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc il était très je trouve, hein, c'était pas très top. Mais donc la normalité, c'est qui correspondrait à la norme. Ouais. La norme, c'est ce qui rentre dans le cadre. Ouais. En fait, c'est antagoniste avec le naturel. Je fais quelque chose, tu vois, on peut te dire... ton naturel pourrait être tout à fait normal. Oui, mais quand je veux dire... par exemple, si je te dis... tu dis bonjour aux gens, c'est normal. Ou tu dis bonjour aux gens, c'est naturel. C'est pas la même chose. C'est normal, c'est-à-dire que tu rentres dans une norme d'obligation, et c'est naturel, c'est... Je le dis parce que ça me vient. Et c'est pas genre obligé. Tu vois, là, pour moi, la normalité et le naturel sont des choses qui se... Je prends juste le mot comme ça. Hein. Je suis d'accord avec la normalité pourrait être le naturel. Mais ça serait ta norme alors. Donc ça deviendrait plus une norme établie. Parce que la normalité, ça peut sembler être un truc naturel. Genre, dire bonjour aux gens, c'est normal. Tu vois, oui, il y a la notion de code. Donc. Je dirais même il y a la notion de la normalité. Presque, c'est normal si tu le fais pas. Si t'es pas quelqu'un de bien, t'es pas quelqu'un de bon. Si t'es pas quelqu'un de poli en tout cas. C'est quand même une question qui va loin. Parce que la normalité au niveau du physique, à partir de combien on devient handicapé? À partir de combien on devient inadapté? À partir de combien on devient... Je crois que ça dépend des endroits où tu vis, des mœurs, des choses. Donc ça devient aussi encore une norme. Mais pour toi ça existe ou... De quoi? La normalité, elle peut... La norme, en fait, la normalité, je pense que c'est un groupe d'individus qui l'a créé. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, des coupes de cheveux que tu vois, que tu n'aurais pas vu dans les années 80, ça devient une norme. Alors qu'avant, ça aurait été un peu, c'est quoi ces coupes de cheveux? Ou c'est quoi cette façon de s'habiller? Tu vois plein de jeunes dans la rue qui pensent être dans une originalité et qui finalement sont plus dans une norme, dans une normalité et donc s'inscrivent dans un groupe. Ouais. Tu vois, par exemple, moi j'adore, c'est donc s'inscrire dans un groupe, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est pas répondre à un code, mais ce code n'est pas forcément écrit, il n'est pas forcément. Il y a une normalité sociale, il y a une normalité juridique, il y a une normalité. Il est normal que tu payes tes impôts. Mais on oublie le mot, il est presque mis de côté. C'est-à-dire que c'est normal que tu fasses ça. On oublie. Elle est super intéressante cette question parce que on n'y pense même pas en fait. Non. Ça serait peut-être mieux de dire c'est naturel que tu dises bonjour. Ça pourrait, enfin, naturel, ça vient juste de toi. C'est pas, ça dépend de personne d'autre. Je crois que c'est ça en fait. La normalité, c'est un terme qui se cache derrière quelque chose de plus ambigu, de plus peut-être insidieux qu'on croit un peu. Tu sais, on avait parlé de, c'était quoi le terme? Tolérance. Tu te rappelles de ça? La tolérance. Quel beau mot. Et en fait, on avait fait un truc où c'était un peu moins joli que prévu finalement. C'était genre, oui, je tolère, mais je te laisse faire, mais... Par rapport à la normalité, j'ai un rejet, c'est un mot que je n'utilise jamais, personnellement. J'essaye, il a comme été... banni.
banni, ouais. Il m'a dit, il y a quelques mots comme ça qui ne Ça, rentrent c'est plus depuis dans... que t'as eu une capote ça. Norme française. Oui, mais voilà, voilà la norme française. Ça doit être bien, c'est bien fait, c'est propre sur lui, c'est super. Alors que, on le sait, surtout à Pléchin. Mais tu vois, par exemple, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand tu vas dans une école de théâtre. Je prends ça parce que c'est un domaine qu'on connaît un peu. Tu vas dans une école de théâtre et tu vois un petit peu, tu prends une classe et t'as toujours le mec avec un chapeau, le mec avec une petite écharpe, le mec avec la fille qui est comme ça. Et l'école de théâtre se veut un peu plus, se veut un endroit avec des originaux. Mais finalement, ils sont dans une norme, parce que si tu venais l'année d'avant, tu avais les mêmes, avec les mêmes chapeaux, les mêmes trucs, et tu vas prendre n'importe quelle école, et on a tous un déguisement qui devient la norme, et pourtant on a l'impression d'être dans son originalité, qui finalement est dictée par une norme collective, mais inconsciente. Ah bah oui, c'est clair, un gars avec un grand chapeau et une écharpe blanche, c'est un peintre. Par exemple, moi j'ai un sarouel, bah oui. c'est mon hippie, toi. Non mais c'est mon déguisement. Mais c'est un hippie. Ouais. Là si t'es un hippie. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc, c'est la normalité, c'est quand même un sacré gros mot. N'apprenez pas ça à vos enfants. Non mais je pense qu'il est difficile, bon... il est difficile, c'est un mot qui n'existe pas, moi, c'est réellement un mot qui n'existe pas. Il existe, mais il définit quelque chose qui n'existe pas. C'est un mot qui existe quand même beaucoup. Bah oui, on l'entend beaucoup. Oui, c'est normal que tu fasses ça. C'est normal que tu aies ton père. Oui. Je joue bien, j'aurais peut-être attaqué terme. Tu vois, c'est normal. Quand vous entendez c'est normal que, méfiez-vous. Je crois, oui. En tout cas, posez-vous, voilà, il faut se poser une question. Pour moi, la normalité, ça n'existe quand elle s'échappe du naturel, elle n'existe pas. Je ne peux pas la définir. En tout cas, voilà, je n'arrive pas à la définir. Donc c'est une question qui me met... mal à l'aise. Ouais, complètement. J'ai pas peur de le dire, parce que je ne sais pas vraiment quoi... ça confronte à tellement de clichés quelque part. Je crois qu'on a quand même bien... On a fait un petit tour. On a fait un tour. Pas mal. Ça proposera à Joël, ça oui, affaire à suivre, j'ai presque envie de dire. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Ouais. On en reparle. De toute façon, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais moi j'aime bien quand quelqu'un va dire c'est normal et on a dit c'est normal, comme quand on dit il faut ou machin. C'est normal. Oui, que ce soit un petit réflexe comme ça, clic clic. Est-ce que comme les il faut, les toujours, les gens, les jamais, donc ces concepts qui englobent en fait un mode de fonctionnement dans lequel on rentre. C'est intéressant de faire un petit arrêt sur image. Et de se demander est-ce que c'est naturel. Est-ce que c'est naturel? Remplacer peut-être le normal par naturel, comme une règle, tu sais, comme on apprend à l'école, les règles d'orthographe. Oui, comme on avait déjà proposé, essayer de remplacer les mais, qui, donc dans une phrase, il fait beau mais il y a du vent, en principe tu vas retenir il y a du vent. Et il fait beau éventuellement, mais tu retiens il y a du vent. En remplaçant le mais par un et, très souvent dans les phrases, eh bien la phrase prend un autre sens. Il fait beau et il y a du vent. On retient quand même les deux. Et c'est parce que ce mais, il nous prive de la première partie de la phrase. Donc là, par exemple, quand on entend normal, tu vois, j'arrive même plus à le dire. Normal. Voir si le mot naturel n'est pas plus donne le même sens. Oui, est-ce que ça donne le même sens? Et donc, est-ce que ça te convient dans ta vie? Et je te propose quelque chose, parce que elle m'a ouvert une porte, cette question. Je vais faire le même exercice et on en reparlera dans un autre grand boudoir. Voilà. C'est bon? Yep. On fait une petite pause là-dessus, on revient tout de suite. Et c'est la troisième partie du grand boudoir. Oui. Troisième question. F. F. A, B, C, D, E, F.
Ah, je lis. Donc nous avons une question de Joao, 35 ans, c'est vrai ça, qui vient de Bruxelles. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à l'autre? Première partie. À quel point peut-on être déçu par une femme? Pourquoi ris-tu? Est-ce que c'est la même question un peu? Oui, non, un peu, Ouais, ça n'est la même question que dans la mesure où la déception est un rapport avec la confiance. Donc prenons-les séparément et éventuellement voilà. Alors, merci Joao déjà. 35 ans. Réitère l'intitulé, réintitule. Je réintitule. Dans quelle mesure peut-on faire? On va commencer par ça. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à l'autre? Alors, tu n'as pas un autre mot là, vilipendé, un truc comme ça, dans les V? Non. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à l'autre? Moi je le retourne, hein. Oui. Dans quelle mesure peux-tu te faire confiance? C'était ça? Ouais, oui, c'est ça. Dans le genre. Dans quelle mesure te fais-tu confiance? Moi j'ai envie de prendre. Parce que c'est quoi la deuxième? À quel point... Attends, c'est pour montrer notre beau logo. À quel point... à quel point peut-être... Lutin. À quel point peut-on être déçu par une femme? Ouais, moi j'ai l'impression que ça va vraiment... la première question entraîne la seconde. C'est-à-dire qu'il a écrit une question et ça a entraîné une ouverture sur la question. La deuxième. Ouais, je pense. Et en même temps, ce n'est qu'un questionnement total. Oui, c'est une question en rapport à la confiance. La confiance à l'autre, la confiance, je pense, la confiance en soi. La confiance en soi. Alors on va le prendre chez nous. Hein. Moi, je vais le prendre chez moi. De toute façon, évidemment, on prend toujours chez soi. Oui, ben voilà. Au moment où moi-même j'avais beaucoup de soucis avec mes nombreuses conquêtes. En fait, il y avait un truc, c'est qu'à une époque, à une époque, en fait, j'enviais autour de moi les couples que je voyais stables, même si je ne les enviais pas en même temps. C'était un truc très, très dual, on va dire. C'est que des fois, je me disais, oh, ils ont tellement de chance d'être ensemble, de sembler vraiment en harmonie, alors que c'était ce que je voyais de l'extérieur. Et moi, je me battais avec mes propres aventures amoureuses qui avaient une intensité que j'aimais, mais en même temps, j'avais l'impression, tu sais, d'être, je sais pas si la femme c'était mon attelage, moi j'étais l'attelage, enfin j'étais la diligence, c'était pas un truc accroché, c'était vraiment je me battais pour qu'on reste ensemble, tu vois, et j'avais l'impression c'était pas une question de confiance, mais c'était une question de me dire et si on me la pique, allez, tu vois, oui, et donc du coup c'était moi qui n'avais pas confiance, et du fait de ne pas avoir confiance, la trahison, c'est pas ce qu'on définit comme trahison. Par exemple, si on parle de la jalousie, pour avoir eu une fois le cas d'une amie à moi qui était très jalouse par rapport à ce que faisait son copain, j'ai essayé de voir chez moi et je me suis dit, quand je suis jaloux généralement, moi, c'est-à-dire que quand j'ai peur que l'autre aille ailleurs, si je me regarde vraiment avec honnêteté, j'ai des envies d'aller voir ailleurs. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ce que je vis, ma non-confiance en moi-même par rapport à mon couple, au lieu de me l'accaparer et de dire « Ok, c'est moi qui suis dans une instabilité », et ben c'était très facile de le mettre chez l'autre. Oui. Donc du coup, comment avoir confiance en l'autre? Moi je dis avoir confiance en soi. Oui. Et ne pas dépendre de l'autre aussi. C'est ça le truc, c'est... En fait, c'est le côté fusionnel qui très souvent, en couple en tout cas, il y a une envie cette envie de fusion dans l'activité, dans
déjà dans le quotidien, c'est pas simple hein, de vivre ensemble. C'est quand même... Il y a une... Je pense... Enfin, dans un premier temps, quand les choses, la définition, en tout cas, on en parlait il n'y a pas longtemps, quand la norme est d'être imbriqués l'un dans l'autre et de faire des activités similaires et de travailler ensemble, ou de regarder dans une même direction. Voilà, de regarder tous les deux dans une même direction. Personnellement, actuellement dans l'état d'où je suis, c'est même plus quelque chose que j'envisage. C'est-à-dire, chacun fait sa vie et on se retrouve pour se la raconter. Donc, moi personnellement, je n'y arrive pas. La vie en commun, c'est quelque chose de très très compliqué. Pour les Est-ce que ça existe? J'étais un mec extrêmement jaloux. D'ailleurs, un peu le début de toute cette entreprise est née d'une énorme souffrance, de ce que tu pourrais appeler, on parle de trahison, je pense qu'il y a quelque chose, quand tu parles de quel point peut-on être déçu par une femme, autant que tu peux te décevoir toi-même, mais il y a un élément de trahison, je le sens sous-jacent. Je peux le comprendre parce que je l'ai vécu aussi. Je me suis senti trahi. Donc j'ai eu la lecture de l'événement qui m'arrivait était une grande trahison. Mais tu vois, il y a une histoire pas mal. On peut prendre une histoire sous deux angles. Imaginons, Paul est avec une femme, et cette femme, Paul est vraiment très amoureux de sa femme. Je vais raconter la même histoire, mais vue sous deux angles différents. D'accord. Cette femme, il la soupçonne de coucher avec le voisin. Mais il est amoureux d'elle, il veut rester avec elle. Il la soupçonne, et donc le fait de la soupçonner et qu'il apprend que c'est la vérité, elle le trahit. Ok ? On reprend la même histoire. Paul est avec la même femme, mais Paul a envie d'aller avec une autre. Et quand il apprend qu'elle est peut-être en train de le tromper avec le voisin, et c'est la même situation, et ben c'est plus facile pour lui. C'est d'un coup, c'est presque une porte qui va l'empêcher d'être le méchant de l'affaire, parce qu'il pourra aller tranquillement avec l'autre personne, et ça sera plus une trahison, mais ça sera la même situation. Bah c'est la trahison, donc, toujours là dans le terme trahison. Oui, dans le terme trahison, mais il va pas le prendre de la même manière, parce que la sensation n'est pas la même. La sensation, c'est que ça va être une libération même. Il y a une autre question qui se pose, pourquoi ils restent toujours ensemble? Oui, non, mais ce que je voulais voir, c'est que ce que je voulais exprimer là, c'est comme tu l'as dit, c'est une sensation de trahison. C'est-à-dire que si tu prends la même situation avec des points de vue différents, quelqu'un qui te trahit va peut-être te faire une fleur. Là, elle lui fait une fleur en allant coucher avec le voisin. C'est que ça va lui donner le champ libre pour lui dire bon bah on va se quitter, moi j'ai d'autres choses à faire. Alors que la même situation, tu m'as trahi et voilà, c'est une traîtresse et en même temps c'est une libération. Enfin, elle le libère. Donc du coup c'est vraiment une question de sensation, c'est vraiment une question de comment je ressens la situation, comment je me place. Et une question de perception personnelle de l'événement. Je crois que ça c'est je me suis rendu compte avec ça et je crois qu'on est des centaines, ben, je crois qu'on a tous vécu une déception amoureuse. On a tous été, je crois, on s'est senti trahi. En ce qui me concerne, dans ce cas, ce que j'ai appelé une trahison, ça a été la plus grande porte qui s'est ouverte devant moi. Pas sur le coup. Je l'avoue, sur le coup, ça a été 6 mois si le mot torpeur peut te dire quelque chose, c'est-à-dire la descente aux abysses, la trahison, le fait de savoir que c'était vrai, qu'il y avait effectivement quelqu'un d'autre et que ça n'a jamais été dit. Donc, on revient, ben tiens, c'est drôle la question, tu vois, ce n'était pas normal. Ouais. Tu vois, la question de Joël tout à l'heure, ce n'était pas normal, dans mon code de dans la norme. Pourquoi on me l'a pas dit, pourquoi. Et bon, le fait aussi que j'avais, moi, dans mon prisme, défié cette personne comme étant la personne absolue et parfaite, totale, parfaite, définitive. Ce qui en soi, il y a eu, après coup, sans rentrer dans les détails, après coup, je me suis rendu compte, tout ça était une création de l'esprit, c'était
je m'étais monté un film, mais il était beau. C'était vraiment un super beau film. Et je m'y tenais. Je m'y tenais sans... À mon avis, là maintenant, parce que je n'ai aucune réponse à toutes ces questions, à mon avis, sans jamais me remettre en cause par rapport à ça, c'était. Ouais. Donc, à quel point on peut être déçu? Eh bien, je pense que... Au point où on creuse. Quand je pense que quand la douleur s'en est allée, car douleur il y a, quand la douleur s'en est allée, on regardait les choses... je reviens sur mon petit truc là, mais il m'a aidé tellement de fois dans la vie. S'imaginer, maintenant on peut l'appeler un drone, s'imaginer un petit drone qui filmerait la situation à la hauteur que tu veux, à 10-15 mètres, mais en te mettant en scène dans la situation et en regardant ce qui se passe dans cette vie, comment tu réagis, mais en le voyant d'un point de vue le plus objectif possible. En retirer la douleur, voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce mec, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme, qu'est-ce qui se passe autour et regarder ça comme ça, comment, d'un point de vue le plus objectif possible, tel qu'un film le fait. Je veux dire, un film, ce n'est jamais que ce que vous voyez là, c'est du brut de pomme, voilà. Après coup, je me suis dit qu'il y avait eu des avertissements, qu'il y avait eu, et qu'en fait, c'était... je n'apportais pas à cette femme ce qu'elle cherchait. Et que je l'aurais peut-être jamais, on n'en saura rien. T'es en train de replonger. Oh non. Non. Ouais, mais en même temps, oui, moi je suis d'accord et pas vraiment d'accord, c'est que je pense que tu apportais à cette femme exactement ce que tu devais lui apporter. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, donc vous êtes rencontrés. Absolument. Exactement pour ça, c'est-à-dire pour faire votre chemin et arriver là où tu en es, arriver là où elle en est. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Et moi je pense, par rapport à tout ça, que il y a une chose qui nous sauve, enfin je vais dire qui va nous sauver, qui peut nous sauver, qui nous sauve, c'est d'apprendre à s'aimer soi d'abord, en fait, de ne pas être, alors je vais dire dépendant, même si ça va paraître un gros mot. Souvent on a envie de trouver quelqu'un, pendant très longtemps moi je voulais trouver quelqu'un qui va faire que ma vie va être géniale, parce que tout seul, il faut être la norme, encore une fois, c'est bien d'être en couple, parce que en couple, on est deux et c'est génial. Mais avant de pouvoir trouver cette stabilité, entre guillemets, mais qui n'est pas une stabilité, qui est une stabilité mouvante, qui va changer tout le temps, et en fait ça devient une stabilité quand on n'a plus peur que ça bouge. Et pour ne plus avoir peur que ça bouge, de décevoir, de ne pas décevoir, de ne pas être dans une culpabilité, de ne pas essayer de combler, de ne pas essayer d'être la personne que l'autre veut, eh bien, je crois que ce qui peut être bien, j'en suis sûr parce que je l'ai vécu après cette déception, je suis resté très longtemps tout seul et même avant, j'ai appris à ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre, de me suffire de moi-même. Et une fois que tu te dis, voilà, moi je peux être tout seul et la personne qui va venir, moi je suis le gâteau, toi tu es le gâteau de ton existence. Et la personne qui va venir dans ton existence, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de cette cerise, mais en même temps, quand tu l'as, ça rend le gâteau encore plus beau. Et sache que tu es la cerise de son gâteau. Voilà. Et que vous n'êtes pas, en fait, il n'y a pas de dépendance, en fait. Il n'y a pas de besoin de l'autre. C'est juste gratuit. C'est juste du bonus. Il n'y a pas de concession à faire, il n'y a pas de... Alors oui, il y a plus ou moins peut-être des concessions, ça dépend des vies de chacun, mais... Ce sont des arrangements qui font... Bon, je veux dire, on vit dans une société et cette société nous demande des choses. Joël, tu m'énerves, hein. C'est normal. Ah, oui. Non, Joël, tu m'énerves, c'est normal. Donc... Mais c'est une grande... C'est une liberté aussi, c'est une liberté, le fait d'accepter... c'est pas accepter, simplement... d'envisager les choses, tiens voilà, ensemble, ça irait, ça fonctionne mieux comme ça. En fait, c'est une leçon en fait. C'est une leçon, de sentir, je pense, de sentir pas en confiance, de se dire ouais, comment avoir confiance en l'autre, pourquoi on m'a trahi, et d'avoir conscience, c'est-à-dire que, alors, à un moment donné, on est dans le truc. C'est-à-dire que tu vis des émotions de colère, d'énervement, peut-être de chagrin.
Et après, comme il a dit, tu prends ton drone, tu as un recul sur ça et tu vois que peut-être que tu as aussi agi, peut-être que tu as des torts. Il n'y a pas un méchant et un gentil, c'est pas elle la méchante et toi le gentil. Voilà, elle n'a pas tous les torts. Vous êtes tous les deux, vous avez fait un truc et c'est super. Et vous vous êtes rencontrés pour des raisons. Et la leçon que tu as de ça, c'est que dans certaines situations, eh ben, tu te sens trahi, tu te sens plus en confiance. Et là, à ce moment-là, tu t'arrêtes, tu te dis mais pourquoi je n'ai pas confiance? Pourquoi je me sens trahi? Et à ce moment-là, tu comprends que peut-être que tu n'as pas confiance parce que tu as un manque de confiance en toi. Peut-être que tu te sens trahi parce que toi-même tu as trahi. Et que à ce moment-là, tu te dis je vais agir différemment, je vais avoir confiance en moi, je vais plus chercher à avoir la confiance de l'autre parce que de toute façon, tu n'as tu peux pas agripper une... C'est de l'idée en fait. La confiance, c'est juste une histoire que tu te racontes. Qu'est-ce que c'est avoir confiance? La trahison aussi. La trahison aussi, c'est une histoire qu'on se raconte. Dire que l'autre a trahi. Et si la personne n'a pas pu te dire la vérité en face, parce que elle avait, elle aussi, peur de te faire du chagrin, peur de faire du mal, peur de... Pas envie non plus. Pas envie de faire. Peut-être qu'elle se sentait trahie. Donc, le concept de trahison, c'est de nouveau une construction de l'esprit. Et je pense qu'il faut... Je pense qu'il est intéressant de... Quand on est confronté à des choses pareilles, d'arriver à les voir, à les ressentir, à avoir l'honnêteté pour soi, de les voir. Je crois que c'est important pour la raison suivante, c'est que si tu ne prends pas le recul et que tu ne vois pas comme tu dis, tu vas revivre ça. Oui. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé dans ton existence, tu vas retrouver une nana qui pendant un certain temps va être la nana géniale et qu'à un moment donné, comme tu n'as pas compris que la confiance c'est pas elle mais c'est toi, et ben à un moment donné tu vas retomber dans comment faire confiance à l'autre et à un moment donné ça va revenir peut-être dans une autre situation, peut-être ça va être dans une situation de travail ou autre chose, mais pourquoi les gens me trahissent? Parce qu'en fait là-dedans il y a quelque chose à comprendre. Pour que tu passes à une étape supérieure de toi et de mec qui a confiance en lui et donc qui a confiance en l'existence, donc qui a confiance dans les femmes et donc qui n'est plus quelqu'un qui se fait trahir puisqu'il ne se trahit pas lui-même. Oui, bah oui, on n'a plus envie. Les choses deviennent de plus en plus claires. Je veux dire, ton propos devient de plus en plus clair en tout cas dans ce domaine-là et ton émanation, ce que tu dégages devient. On n'aura pas envie de te trahir, donc on n'aura pas envie, on a envie de te faire confiance, quoi qu'il en coûte, te dire les choses en face, quoi qu'il en coûte, parce que tu pourras y faire, déjà, le grand on, saura que tu peux y faire face, comme tu fais face comme tu fais face aux problèmes de tous les jours, quelque part, voilà. Je suis sûr. Donc oui, de toute façon. La bonne nouvelle. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et je pense que déjà le fait de formuler ces deux questions, c'est que tu as déjà une assise sur la source du souci. Ouais, c'est le problème qui est déjà la solution en fait. Oui, en fait, ton problème que tu as posé là est déjà la solution. C'est merci la vie parce que d'un coup j'ai compris qu'il y a une étape à passer et donc merci à cette femme de me trahir presque. Oui, merci à cette femme de m'avoir trahi, de ne pas avoir confiance en elle parce que je sens qu'il y a quelque chose en fait au sein de moi-même qui a besoin de s'élever au niveau de ces problématiques en fait, de la confiance. Donc et confiance, respire la confiance, ne pas avoir peur de la trahison parce que c'est quand on a peur de la trahison au bout d'un moment on se fait trahir quoi parce que et ça reviendra tant que tu n'auras pas... la vie te met devant des cas qui sont... ça revient. Donc, dans quelle mesure peut-on faire confiance à l'autre? Dans toutes les mesures. En fait, c'est toi qui choisis. Tu dis, moi, je fais confiance. Mais vraiment, parce que ça, le truc, tu dis, moi, je fais confiance. Et en fait, tu regardes et là, tu fais pas confiance. Et la vie, elle est pas conne. Elle te voit faire ça. Hein. Donc... Non mais... Comment il fait? Comme ça. Je fais confiance, hein.
Tu vois? Ah, tu fais Je super vais bien, hein. Tu fais bien, c'est Mais donc, oui, fais confiance, mais vraiment lâche le truc et tu verras aucun souci, il y aura aucun souci. Donc, pour terminer, je dirais, Joao, je te fais entièrement confiance. Jamais tu ne me décevras. Moi non plus. C'est la Petite fin pause du boudoir ou On fait une petite pause. Ah, il a fait une petite pause, on Fait revient une pour petite une pause, on revient dernière pour une question. dernière. On revient pour une dernière. On revient pour une dernière. Et nous voilà partis pour la quatrième et Dernière question de ce grand boudoir. Il est bien, hein. Il est bien. Alors, ouais, pour l'instant, c'est bien. Ah c'est oui, bien. ouais. Vas-y. Cherche pas. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Et nous avons une question de Yvonne Darlon, 64 ans. Oh. 64 ans, c'est beau, c'est beau. Merci Yvonne. 64 ans, je suis sûr que tu ne les fais pas. Non, je suis sûr aussi. Qui fait 64 ans à notre, Qui fait 64 ans? D'ailleurs, ça veut dire quoi faire 64 ans? à notre époque, hein. Ouais. Faut-il s'acharner au point de diminuer les autres pour faire valoir ses idéaux? Faut-il s'acharner au point de diminuer les autres pour faire valoir ses idéaux? Je prenais le son de... Donc je prends acharné. Faut-il? Faut-il déjà? Non. Non, la question est non. La réponse est non. La réponse, non. Bon, ben, implicitement, Alors, je crois que tu réagis par rapport à quelque chose qui te blesse. Donc, on parlerait, je sens un peu, j'ai des mots qui me viennent comme ça, politique. Oui, Rubik's Cube. la politique est basée là-dessus. La vie, hein. Enfin, c'est Oui, mais je veux dire le jeu politique. Est-ce que ça ne Voilà, serait le pas... jeu politique, c'est un petit peu, tu ne fais pas partie de mon... Décidément, Joël, tu continues de la normalité de ce que je fais valoir, en tout cas, comme étant mon mode de pensée. Donc, je t'abaisse. On est plongé là-dedans tout le temps, donc voilà. Ouais. Donc, je sens aussi militant. J'ai un mot qui militant, le militantisme. Et ce qui n'est pas pour est forcément contre. Ouais. Ça me vient comme ça. Et puis, bon, il y a le faut-il, donc il faut. Donc à ça déjà, ça on a déjà, enfin, on pourrait dire, en tout cas une réponse qui me vient, non, il faut pas. Et pour faire valoir ses idéaux, donc on est dans le militantisme. Donc on est un Je peu crois dans que le- quand on est dans un... Ouais, après on est dans aussi le truc de est-ce que mes idéaux ont besoin d'avoir une valeur? Ben oui, ça je crois que quand Mais on est-ce a que un tu idéal... dois, oui, mais est-ce que tu dois faire valoir? Enfin, si tu dois faire valoir tes idéaux, c'est que tu n'es pas sûr de... Bah, si Attends, non. quelqu'un qui va construire, genre, je sais pas, je veux construire le plus haut immeuble de la ville, alors, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est de construire le plus haut immeuble de la ville, et la deuxième façon, c'est de casser les autres pour que le tien soit plus haut. Et là, Oui. s'acharner sur ça, ce n'est pas s'occuper de ce qu'on fait, c'est ne pas avoir confiance, en tout cas, dans son point de vue. Oui, d'une façon assez claire. Non, il ne faut pas... Enfin, je pense que diminuer les autres n'a aucun intérêt. C'est se donner l'image ou l'impression qu'on se grandit soi-même. Et c'est se justifier, se donner raison, alors que... C'est se donner raison à travers enfin, comment dire, il y a quelque chose d'instable, tu vois,
se donner raison en abaissant les autres, c'est ne pas avoir confiance dans son idéal en tout cas. Cela dit, si je reparle d'un point de vue militant, comme c'était un petit peu il est clair qu'il y a des causes, qui sont justifiées ou non, qui vont à l'encontre d'un régime mis en place. Donc je parlerai... cause, c'est la cause protection animale, c'est la cause des migrants pour l'instant, vu que c'est la grande question. Il y a un pouvoir en place qui rend une fluidité difficile. C'est-à-dire on ne peut pas les accueillir, enfin on ne veut pas les accueillir, on ne veut pas empêcher les tortures dans les abattoirs. Donc il y a, et je crois que ça c'est normal aussi, qu'il y a un mouvement de masse à l'encontre de ça, qui sont contre en fait un État établi, qui sont contre une structure rigide et inefficace qui ne correspond plus à une réalité. Cette structure est mise en place pour engranger des richesses et plus d'argent, plus de... Et on peut franchement ne pas être pour et s'engager, devenir militant d'une cause. Je pense. Cela dit, donc dans ce cadre-là, il est des gens qui défendent leurs biens, leurs richesses, qui veulent continuer à s'enrichir sur le dos d'eux. On peut être contre ces gens-là. Je me fais un peu, sans vouloir avocat du diable, parce qu'il n'y a pas de diable dans l'histoire. On peut... Est-ce que ça dépend du combat? Est-ce que ça dépend de la cause? Est-ce que ça dépend... Je me pose la question, hein. Je réfléchis tout haut parce que la question est super intéressante. C'est un truc d'injustice un peu. Oui, voilà. Au-delà de la question, c'est un problème d'injustice. C'est-à-dire que c'est plus facile. On a tous expérimenté ça quand on est petit, quand on est enfant, qu'à un moment donné, pour se défendre, au lieu de faire valoir ce qu'on est, en ayant peut-être la crainte de ne pas arriver à ses fins, la facilité c'est de dire lui il est moins bon que moi, regarde-moi. Ouais, c'est une façon d'exister aussi, de s'acharner sur les autres, c'est parce qu'il y a une impuissance, une peur de ne pas exister dans son combat, parce que être contre de toute façon nourrit. Quelqu'un qui va s'acharner sur quelqu'un d'autre, de toute façon, même s'il est contre, il va nourrir le truc. C'est-à-dire être contre, comme tu dis, l'abattage des animaux, etc. Et si tu es trop contre, il y a des gens, ils vont se dire, ils vont pas aller avec toi, ils vont se dire, mais ça nourrit en fait le truc, ça nourrit le combat, mais ça nourrit aussi l'opposant. Ça me fait penser à un truc au niveau plus global. Il est plus facile de se définir. Si je te demande qui tu es, ça va être plus simple de te définir par ce que tu n'es pas. Je ne suis pas intolérant, je ne suis pas enfin voilà, envieux, je ne suis pas. Mais dire, est-ce que on a difficile à dire, voilà, je suis tolérant, je suis généreux, je suis ça. C'est plus simple, il est plus simple de se définir en fonction de ce qu'on n'est pas. Ouais. C'est un réflexe assez naturel. Mais en fait, moi je pense que la question, si on balaye la question, la question derrière la question, c'est dans une situation d'injustice, pourquoi je réagis d'une manière, d'une telle manière, pourquoi je réagis autant à l'injustice? Qu'est-ce qui fait que je suis sensible à ça? Pourquoi une situation qui m'apparaît injuste résonne tellement en moi que je suis agacé par ça? Parce que c'est ça, on s'en fout finalement que quelqu'un, si demain quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, soit je dis mais quoi, soit j'ai envie d'avoir raison, donc je suis mal avec moi-même et je vais nourrir un débat, soit je dis très bien, pense ce que tu veux, moi c'est mon point de vue
et je suis bien avec lui. Si toi ça te fait réagir, tu peux tourner en boucle et va te poser la question pourquoi tu tournes en boucle, parce que c'est la seule question qu'il y a. Qu'est-ce que tu ressens de la situation qui a été mise en place pour que ça te fasse tourner en boucle et que tu aies besoin de diminuer l'autre pour pouvoir exister, parce que c'est que ça la question. Et toi dans ta question c'est pourquoi cette personne qui a besoin de diminuer l'autre te fait aussi réagir. Quel est ton rapport à l'injustice? Ouais. Et donc, peut-être, tu as vécu de l'injustice, ou peut-être toi-même, à des moments, tu te sers tu t'acharnes sur d'autres gens, et que peut-être tu ne devrais pas le faire, je ne sais pas. Mais la question, en fait, on s'en fout, ça fait du mal, ça te fait réagir émotionnellement, et tu as envie de passer au-dessus de ça, tu as envie de ne plus avoir de ressentiment à l'égard de ces gens qui peuvent être agaçants pour toi et qui te démontrent en fait qu'il y a un blocage. Oui, je sens aussi, je ressens confiance, le mot qui... la confiance en soi, la confiance en ce en quoi je crois, qui fait que je m'énerve autant contre des gens qui ne pensent pas comme moi. Mais qui sont dans le miroir de la confiance. Bah oui, parce qu'en fait, il y a, oui, voilà, ouais, ce que tu ça. dis, la confiance en toi contre des gens qui finalement n'ont pas confiance en eux. Parce qu'au lieu de faire valoir leurs idéaux juste en faisant valoir leurs idéaux, ils ont besoin de s'acharner sur des gens qui ne sont pas en accord avec leurs idéaux. Ouais. Tu vois ? Donc du coup c'est un effet de miroir, je n'ai pas confiance dans mes idéaux, donc je suis sensible aux gens qui eux-mêmes n'ont pas confiance dans leurs idéaux et qui se servent de l'acharnement. Admettons qu'il y ait cette confiance, que je sois déterminé dans l'idéal que j'essaie de trouver. Le fait de rencontrer des gens qui ne le soient pas, qui ne soient pas dans cette même lignée de pensée, lignée d'idéal, je me demande dans quelle mesure ça n'est pas énervant. Le fait de dire, tiens, le lâcher prise en fait est difficile. Mais pourquoi ce lâcher prise est difficile? En fait, le fait de rencontrer ce genre de gens te montre à quel niveau tu en es avec toi-même. C'est-à-dire que une personne dit quelque chose d'injuste pour des raisons. Des fois, c'est des raisons parce que ça touche quelqu'un que tu aimes bien, parce que peut-être qu'en direct, ça ne te toucherait pas. Si ça touche quelqu'un, si on parle par exemple sur ton enfant ou ton amoureux ou tes parents et que ça te touche parce que l'injustice d'un coup, oui, c'est pas normal parce que cette personne, je la connais et moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un côté injuste qui te touche, mais en fait, on s'en fout de ça. Ça te montre juste à quel point tu en es toi sur ce lâcher prise comme tu dis, ouais. Parce que finalement les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est leur affaire. Toi si tu es en accord avec ce que tu penses, tout va bien. Et si tu t'arrêtes sur ah j'aime pas cette personne, moi avant j'avais ça, je travaillais donc avec un ami avec qui je travaille toujours au niveau du cinéma. Dès que quelqu'un disait quelque chose sur lui, je me rebellais tout de suite parce que ça m'énervait qu'on dise des choses sur cette personne. Ouais. Mais là je me rends compte, tu vois, tout de suite, là je me rends compte que j'avais ce côté où moi ça me touchait moins qu'on parle de moi, mais lui ça m'énervait, ça me faisait monter un peu dans les tours. Et lâcher le truc, c'est juste être en accord avec soi en fait. Ben oui, c'est ça, se définir dans sa vie, réagir en fonction, dans sa vie, en accord avec l'idéal qu'on s'est fixé. Si idéal il y a, je veux dire, en tout cas idéal du moment, qui varie avec le... En fait, c'est les réactions. Quand tu parles du drone, là, tu es dans la vie, il y a des situations qui viennent, et généralement, quand tu es en réaction à ces situations, tu es... comment dire, c'est vraiment une réaction tout de suite. Ça te montre vraiment qui t'es. Si tu arrives... Tu peux avoir une réaction violente, tu peux avoir une réaction de jalousie, tu peux avoir une réaction d'injustice. Et là, en fait, tu apprends quand toi, il y a de la violence, quand toi, il y a de l'injustice, quand toi, il y a du manque de confiance. Après, tu peux rentrer chez toi tranquillement, te reposer et voir un peu la situation avec du recul et avoir plus une réaction, mais peut-être juste une action. C'est-à-dire, ouais. Voilà, j'ai compris que j'étais dans la violence. J'ai compris que j'avais un problème avec l'injustice, j'ai compris ça. Et donc je m'assois et je vais voir ça chez moi.
la personne a réagi comme ça, pourquoi ça me fait réagir autant? Parce qu'en moi, j'ai la même chose. Comment on pourrait dire, je le vois, je le perçois, Ouais, je l'accepte, je nage avec un peu, ça se dissout ou pas, et peut-être que la prochaine fois, la même situation te fera pas réagir, mais te fera « Ah, ça je connais ». Et donc du coup, c'est au lieu d'être en confrontation, au lieu de rentrer dans un débat, tu verras en fait que la personne qui est en face de toi et qui te fait ressentir quelque chose de réactionnel, en fait, ne te fait que montrer ce que tu as à l'intérieur de toi. Ouais. Donc du coup, c'est un ami en fait. Oui. Je crois, oui, c'est ça. Il y a de nouveau Comme d'habitude, comme d'habitude. Tu marches Et on dans est ton de monde. nouveau dans ce rapport de gentil méchant. Je veux avoir raison. Je veux avoir raison. Donc je pense, pour répondre, donc là, faut-il donc déjà non, il faut pas. Autant qu'on peut. Essayer C'est ça. de voir, de percevoir, de ressentir, d'accepter qu'on puisse ne pas avoir exactement les mêmes idéaux. Bon, et d'accepter aussi que l'autre n'en ait pas, mais de s'arranger dans sa vie pour s'entourer de peut-être de gens qui... Je crois que ça va au-delà de ça. C'est Bah que oui, ça la va vie, au-delà, la vie oui. t'entoure. La vie t'entoure, La vie de toute t'entoure façon. des gens qui résonnent de la même vibration. Et quand des gens arrivent avec une vibration différente, c'est juste pour te montrer une part de toi, pour te construire un peu plus. Et ce ne sont jamais des ennemis. Ce sont toujours... En fait, peut-être que tes plus grands ennemis sont... c'est des âmes sœurs en fait. Dans le sens que la personne qui va t'énerver le plus va être quelqu'un qui va juste te montrer un peu plus qui tu es. Ouais. Et qui va te montrer que des idées opposées peuvent coexister et ne sont pas forcément en confrontation. On en est tous les jours, on est confronté à ça tous les jours. Hein. Donc voilà. Voilà, donc c'est la fin de... Hein, C'est la fin donc de ce grand boudoir. Bah écoute, tu avais un petit truc. Là, ouais. Vous pouvez nous suivre bien sûr toujours sur Facebook, nous occupés là pour l'instant. Sur YouTube aussi. Sur YouTube aussi, la page YouTube. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas encore beaucoup de vues, d'abonnés. Ouais, hein, donc vous pouvez la page, si vous le désirez, bah allez-y et puis partager, abonnez-vous. Faites-nous des commentaires, ça nous fera plaisir, hein, qu'ils soient bons ou pas. Ça nous apprend aussi à voir comment on va réagir, Voilà. si on surréagit, si on dit ah, qu'est-ce qu'il a dit, ah, Lutin, bord de la mer. il me casse les coudes. Bon bref, on Voilà, va pas décidé tous au les clair, faire. voilà. Et Et bon ben et alors là, comme on vous l'avait annoncé, continuez à commenter, envoyez-nous vos questions. Pourquoi je les perds? Et donc et enfin, si vous le désirez, nous aider financièrement sur Tipeee, vu que nous aimerions arrêter d'emprunter une caméra à gauche et à droite. Avoir notre propre matériel. Également, ça nous permet, là pour l'instant, on réalise les boudoirs, les grands boudoirs, en fonction des disponibilités de matériel des autres. Nous sommes des gens, on ne vit pas, ni Kevin ni moi-même, nous vivons dans des normes... Joël, dans des normes c'est-à-dire des fois on est libre la nuit et très éveillé, vu qu'on a travaillé le jour sur autre chose, on a une disponibilité la nuit, avoir un matériel 24/7 prêt à réenregistrer nos vidéos, nos sujets. Donc sur Tipeee, on fera une vidéo en fait. Ouais, vous allez avoir toutes les informations. Enfin, non, on a une vidéo. Bah oui, déjà vous pouvez aller voir la vidéo. De voir la vidéo, comment ça fonctionne. Également notre commentaire sur notre page Facebook sur comment nous aider à financer ce projet. Parce qu'on adore faire ça. Oui. On est bien là dans ce fauteuil rouge. Ça c'est génial. On est voilà. On est juste bien, on se sent absolument à notre place. Donc on essaye d'être plus autonome. Donc simplement ça. Et de toute façon, voilà. Vous allez avoir les liens qui vont s'afficher. Hein. Oui, tous les liens Facebook, YouTube, Tipeee. Et allez voir notre explication sur notre page Tipeee. Bon ben, en tout cas, on vous remercie de votre fidélité. Ouais. Il a toujours le mot qu'il faut. Merci Joël. Hein, merci Joël d'avoir été si normal avec nous.